Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble comment notre communication non verbale peut faciliter ou au contraire vraiment déforcer notre message et notre communication en général. Alors, une première chose qu'on va essayer de faire, c'est observer une communication qui marche plutôt bien, celle de Steve Jobs, et je vais vous demander de regarder pendant une bonne minute Steve Jobs qui présente son premier iPhone, l'iPhone 1, il y a plus d'une dizaine d'années, et je vous demande d'essayer là de réfléchir et de se dire, ok, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'écouter? Qu'est-ce qui fait que c'est agréable à entendre, qu'on a envie d'en savoir plus? Pourquoi est-ce qu'on trouve que c'est une bonne communication? Et puis, je vais décortiquer avec vous les techniques qui sont là derrière. Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. No. Actually, here it is, but we're going to leave it there for now. So, before we get into it, let me talk about a category of things. The most advanced phones are called smartphones. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait beaucoup de choses. On a vu par exemple qu'il a dénombré. Il a dit il y a 3 choses importantes que je voudrais voir avec vous aujourd'hui. Le fait de dénombrer, eh bien, on a remarqué en faisant des recherches sur le sujet qu'on va attendre les nombres d'éléments qu'on a cités au départ. Donc si je dis il y a 3 choses importantes à retenir, les gens vont rester vraiment attentifs jusqu'au moment où on a donné le 3e élément. Donc c'est beaucoup mieux de faire ça plutôt que de dire écoutez, il y a une chose importante qu'on va voir aujourd'hui, puis il y a une autre chose que je voudrais vous dire et encore une autre chose que j'aimerais apporter. En fait, les gens n'arrivent pas à vraiment structurer et organiser l'information. Si on dénombre avant, on va vraiment leur faciliter le travail, ils vont rester beaucoup plus attentifs et donc ils vont mieux mémoriser l'information. Alors, vous aurez aussi remarqué probablement qu'il a répété, mais vraiment presque à outrance, l'information qu'il donnait. Quand on travaille à l'écrit, on ne veut pas qu'il y ait de répétition. On veut que ce soit impeccable, ciselé, vraiment qu'il n'y ait pas du tout de répétition. Quand on donne une information orale, au contraire, il ne faut pas avoir peur de répéter, notamment l'information la plus importante. Pour vraiment que ça rentre, que la personne en face, l'audience, ait vraiment le temps d'enregistrer, de mémoriser l'information. Donc, il répète, mais là, presque de manière exagérée, l'information, pour vraiment que les gens mémorisent ce qui est important. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre? Vous avez vu les slides? Pensez aux slides que vous faites peut-être dans votre entreprise. Ils sont très différents. La plupart d'entre nous font des slides avec plein d'informations, plein de textes, etc. pour que tout soit bien complet. Et c'est généralement ces slides qu'on va envoyer aux collègues pour qu'ils aient toute l'information. Et quand on fait ça, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'en fait, le cerveau humain n'est pas capable de lire et d'écouter en même temps. Donc quand vous faites ça, vous mettez des phrases complètes sur vos slides, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez d'abord commencer à lire. On ne sait pas s'empêcher, dès qu'on voit du texte, on commence à lire. Et comme on lit plus vite que ce qu'on traite l'information orale, à la fin, ça perturbe les deux et on n'arrive pas à traiter les 2 canaux en même temps. Moralité, quand on mesure après ce que les gens mémorisaient après 3 jours, il reste environ 10%.
Donc si vous faites des slides avec du texte, quand vous faites un pitch, une présentation, eh bien, et que vous parlez en même temps, les gens vont quasiment rien retenir. Donc à ne pas faire, et qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, il a mis une image, un mot, vraiment très peu d'informations, et toujours une information tout à fait en accord avec ce qu'il est en train de dire. Donc vraiment quelque chose qui était très très cohérent. Je dis iPhone, il y a le mot iPhone qui apparaît. Il y a 3 devices, eh bien on voit à chaque fois les images de ces 3 devices. Donc vraiment tout à fait en synchronisation. Quand je dis quelque chose, ça apparaît à ce moment-là. Sinon, ça perturbe l'attention. Vous avez remarqué aussi qu'il ne s'est jamais retourné sur ses slides. Il ne s'est pas retourné pour lire ce qu'il y avait, il ne s'est pas servi de ses slides, comme on le fait parfois comme un aide-mémoire. Il a vraiment toujours gardé un contact visuel avec l'audience. Ça aide évidemment beaucoup aussi. Alors, il a utilisé aussi de l'humour. Je ne vous recommande pas de faire de l'humour dès le départ, surtout si c'est une nouvelle présentation. Ça demande vraiment pas mal de rodage pour le faire correctement. Mais effectivement, si vous arrivez à faire rire l'audience, à les amuser, évidemment, on va préférer ce type de discours. Alors, on va encore en voir un autre. Donc, il a fait quoi? De la répétition, je résume. Il a dénombré les éléments. Il a eu des slides qui étaient tout à fait en accord avec ce qu'il disait, qui étaient très épurés, qui illustraient ce qu'il était en train de raconter. On va voir un autre extrait maintenant pour vous donner une autre technique qui est très très bonne et qui est très très bien aussi de placer par exemple au début d'une présentation. C'est ce qu'on appelle du storytelling. Alors, le storytelling, c'est quoi? C'est pas simplement raconter une histoire personnelle, c'est essayer de faire voir un concept sous un autre angle. Je vais vous présenter un tout petit extrait d'une conférence de Ozark Henry, qui, comme vous savez, qui est un chanteur belge, qui voulait expliquer en fait quelque chose qui le frustre beaucoup. Il passe beaucoup de temps à faire de la musique, il essaye vraiment de faire une qualité qui soit vraiment impeccable, et quand il diffuse sa musique, il y a des gens comme moi qui l'écoutent sur Spotify. Et ça le rend vraiment malade parce qu'il se dit, mais enfin, tu ne te rends pas compte, quand tu écoutes cette musique comme ça, elle est super comprimée, et donc la qualité que tu vas avoir, elle est tout à fait médiocre, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai produit. Et donc, il a cherché une technologie qui permettait d'enregistrer la musique différemment et de la diffuser différemment. S'il explique ça avec des longueurs d'onde, des hertz et des choses comme ça va endormir tout de suite l'audience. Donc, pour la captiver, pour faire voir ce concept sous un autre angle, il a fait ce qu'on appelle du storytelling. On va regarder un tout petit extrait de ce début de conférence TED qu'il a faite il y a quelques années, et on va essayer de comprendre quels sont les ingrédients qu'il a mis dedans qui font que ça fonctionne. One small step for man, one giant leap for mankind. Hi. We're 1991. I am 21 years old. I am working in a club as a bouncer. You can easily imagine that. To ends meet, of course. That means that I was always there when bands came in to sound check. I was always their witness. November 16th that year, a guy walked in by the name John Martin. I've never heard about anyone called John Martin. He walks up stage, picks up his guitar, and as soon as he starts playing music, it's pure magic. Sincerely, it's pure magic. I have never experienced anything like it. This was the best experience ever, the best performance ever. I felt energy, I felt electricity, I felt inspired. I wanted to become a performer. This was great. I was in the moment. I bought his album, and when I got home after work, I was looking forward to listen to it, to revisit that moment. And I couldn't be more disappointed. Why? It's a great album, it was a great recording, but all that was magic was missing. All the energy, all of the electricity was not there. Why? Why? Is one not able to catch a moment? When one is recording music, does that mean we can only record the music, not the soul? Donc vous avez vu que pour nous faire vraiment ressentir et voir cette histoire, il va donner des détails. Il va parler de lieu, de temps, il va dire il y a X années, j'étais là, j'étais sorteur dans une discothèque. Et qu'est-ce qui nous amène à faire? Il nous amène à nous représenter mentalement ce qu'il est en train d'expliquer.
Et il ne fait pas que ça, donc il nous aide à créer des images mentales en donnant des temps, des lieux et des personnages, mais il va aussi verbaliser des émotions. Et ça, on a tendance à ne pas le faire. On a une certaine pudeur, on évite de verbaliser dans une présentation professionnelle. Imaginez un pitch commercial, vous essayez de lever des fonds, vous allez avoir tendance à ne pas verbaliser d'émotions. Et pourtant, l'émotion, c'est le précurseur de la décision rationnelle. Donc si on veut vraiment que les gens se décident, il vaut mieux les amorcer d'abord dans un sens émotionnellement. Donc pour faire ça, il va faire quoi? Il va dire ce qu'il ressentait, la joie qu'il avait quand il écoutait les musiciens, la déception terrible quand il a acheté l'album et puis qu'il le ramène à la maison et qu'il n'a pas du tout la même qualité de ce qu'il a découvert. Donc il verbalise des émotions et puis il va surtout faire quoi? Il va nous mettre des obstacles au début. C'est ce que j'appelle un peu l'effet Colombo. Vous savez, ou les séries américaines qu'on regarde maintenant, ça commence toujours de la même manière. Après 3-4 minutes de film, ok, on a un cadavre en plein milieu de la pièce, et puis on va essayer de comprendre ce qui s'est passé et trouver qui est le coupable. En fait, notre cerveau adore ça, c'est pas pour rien que toutes les séries le font. Eh bien, quand vous racontez une histoire, quand vous pitchez ou vous faites une présentation professionnelle, l'idéal, c'est des gens qui veulent faire quelque chose. Et au début, ça se passe mal. Il y a des obstacles. Et donc, ils vont faire des choses, ils vont agir encore, il y a peut-être encore des nouveaux obstacles, et à la fin, il y a une morale ou une happy end. S'il n'y a pas d'obstacle, le storytelling ne marche pas. Donc retenez toujours, quand vous créez du storytelling, mettez bien les problèmes que vous voulez illustrer, et puis décrivez bien suffisamment d'éléments pour qu'on puisse se représenter mentalement ce que vous nous dites, et à la fin, donnez une morale qui illustre vraiment peut-être le comportement que vous voudriez qu'adopte l'audience. Alors, quand on fait des recherches sur le comportement de communication, il y a un élément très important qui est le non-verbal. Là, on vient de voir quelques techniques oratoires, mais quand on réfléchit vraiment à la communication, à l'impact de la communication, vous devez savoir qu'en gros, presque 70% de votre communication va être basée sur le non-verbal. Ce que je veux dire, c'est que le jugement que l'audience va vous donner, c'est-à-dire de la crédibilité, de la confiance, ou à l'inverse, peu de crédibilité, peu d'autorité, peu d'intelligence, ça va vraiment se faire sur la manière dont vous allez communiquer non-verbalement. On fait beaucoup de recherches en laboratoire et par exemple, on met des personnes dans des scanners pour essayer de comprendre ce qui se passe quand ils voient des expressions faciales bien particulières. Et donc, on leur montre des visages avec différents types d'expressions et puis on va analyser ce qui se passe dans leur cerveau, quel type de structures vont s'activer, quel type de neurohormones vont être produites et puis comment les gens vont juger les personnes qu'ils perçoivent en termes d'émotion, de crédibilité, de dégoût parfois, comme ici. Et ces recherches, elles nous amènent à comprendre différentes choses et différents mécanismes. Et j'aimerais revenir sur 3 choses que presque 80 années de recherche nous ont déjà apportées. Une première chose, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de juger. Donc, quand vous voyez quelqu'un, dès que vous voyez une personne en face de vous, après seulement 67 millièmes de seconde, ça va très très vite, votre cerveau va commencer à se faire des représentations mentales et des jugements en termes de sympathique, pas sympathique, extraverti, introverti, etc. Et ça va continuer comme ça très très vite pour arriver en gros à 90 secondes où là vous avez une représentation qui va être stable et durable dans le temps. Pourtant, si vous demandez à des gens, est-ce que tu juges les gens, toi, est-ce que ça t'arrive vraiment fréquemment? Tout le monde va vous dire, non, évidemment, moi je ne juge pas les gens, je respecte les personnes qui sont en face de moi. Donnez-leur un questionnaire et demandez d'évaluer les gens, vous allez voir qu'ils ont quand même un avis. Et le plus surprenant, c'est que cet avis, il est consensuel. C'est-à-dire que si vous faites une présentation publique, vous faites un pitch par exemple, j'interroge l'audience qui est là, admettons 100 personnes, et je leur demande de juger de votre est-ce que vous êtes dominant, est-ce que vous êtes à l'aise ou plutôt anxieux, est-ce que vous êtes sympathique, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'en gros, tout le monde va répondre la même chose. Il y a une recherche incroyable là-dessus. On prend des personnes qui sont des professeurs d'université, on va les filmer, et on les filme 10 secondes. On fait des petites capsules vidéo de 10 secondes. Et on présente ces capsules vidéo à des étudiants. Et on les présente sans le son. Donc vous regardez une première vidéo, on vous dit que c'est un professeur de l'université de Saint-Andrews par exemple, et vous voyez cette personne que vous ne connaissez pas 10 secondes. Et puis, on vous demande d'évaluer cette personne sur environ 30 items. Est-ce qu'il est intelligent? Est-ce que c'est un bon prof? Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il a de la dominance, de l'autorité, etc. Vous êtes là devant la feuille et les gens disent « Vraiment, j'avais l'impression de répondre au hasard. J'en ai aucune idée, j'ai vu 10 secondes sans le son. » Enfin, on vous demande de répondre, vous répondez. On reprend toutes les copies et qu'est-ce qu'on voit?
qu'en gros, presque 80% des gens ont répondu la même chose. Et encore plus surprenant, après on a pris les vrais étudiants de ces professeurs dans leurs universités respectives. Et eux étaient au courant de rien. Et après 4 mois, on leur a demandé d'évaluer la prestation de leurs professeurs sur la même grille d'évaluation. Et qu'est-ce qu'on a vu? Qu'après 4 mois, alors qu'ils ont vu le prof avec des bons jours, des mauvais jours, des sujets plus intéressants que d'autres, etc., eh bien, il n'y avait pas de différence significative entre 10 secondes sans leçon et 4 mois complets d'informations que vous avez pu récolter. Donc ça vous montre à quel point on se forme très vite des représentations mentales qui sont durables dans le temps et de manière consensuelle. Et le point que je voudrais surtout vous montrer aujourd'hui, c'est que quand on est stressé, et Dieu aussi c'est stressant, là je suis devant une caméra, j'ai une charmante demoiselle qui me filme en même temps, avec la fatigue, avec le stress, on doit expliquer des choses. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Inconsciemment, on active ce qu'on appelle en psychologie des mécanismes de défense. C'est-à-dire qu'on va faire des choses qu'on ne ferait pas naturellement et qui vont influencer la manière dont les gens vont nous percevoir et nous juger. Donc, ces mécanismes de défense, eh bien, on en a différents types et ils se marquent principalement au niveau du visage. Alors, le premier mécanisme de défense qu'on a, c'est ce qu'on appelle l'agressivité. On ne se rend pas compte, mais inconsciemment, on veut essayer de convaincre, de motiver les personnes qui sont en face de nous, et sans se rendre compte, à cause du stress et la déformation que le stress va occasionner, eh bien, on va montrer surtout de l'agressivité. Alors, je vous donne un exemple, et peut-être vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années, Ségolène Royal était sur le point de gagner les élections en France. On est en 2007, tous les sondages annoncent qu'elle va gagner les élections. C'est presque fait. Il reste 4 mois avant la fin des élections. Il y a 4 mois, il y a quelque chose qui se passe. Et elle plonge, mais très très fort dans les sondages. On ne comprend pas pourquoi. Elle n'a pas changé sa communication, elle n'a pas changé son programme, pas à 4 mois des élections, et pourtant il y a quelque chose qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'inconsciemment, peut-être avec la peur de gagner ou d'arriver vraiment là dans la dernière ligne droite, elle va changer très très fort sa communication. Je vous montre quelques extraits de sa communication quand tout va bien, quand elle est en train de gagner les élections, et puis juste quelques images au moment où elle plonge dans les sondages. Ceux qui se moquent de moi en disant que je vais vers les gens parce que je n'ai pas d'idée. Vous laissez pas Vous nous redonnez espoir à la politique. Oui, par ces hommes, Oh là parce là. qu'on les a assez vus. Tout autre choix, serait très risqué. Et maintenant, quelques images à partir du moment où elle plonge dans les sondages. Qu'est-ce qu'on voit? Regardez la mâchoire inférieure, regardez la tension dans les joues, vous voyez comme elle est contractée. On voit les dents inférieures là qui se dégagent. Alors vous allez me dire, ok, bon, qu'est-ce que ça peut changer? Elle est sûrement un peu stressée, elle veut montrer qu'elle a la pugnacité, je ne sais pas, et donc elle a plus de stress au niveau du visage et on voit ses dents du bas. Le problème, c'est que c'est exactement les caractéristiques de l'agressivité. Si je vous montre un gorille argenté du Rwanda et Trump est sur votre gauche, vous l'avez remarqué, eh bien, quand on ouvre la bouche et qu'on montre les dents du bas, c'est exactement ce qu'on fait avant de montrer, on va agresser la personne qui est en face de vous. Donc quand vous faites ça, si vous voyez un singe qui va faire ça avec la bouche ouverte et qui se redresse comme ça, vous êtes sûr que très très vite, il va ou lui vous agresser ou son second qui va arriver sur le côté. C'est vraiment les caractéristiques de l'agressivité. Même si je caviardais, si j'enlevais pour qu'on puisse juste voir les expressions, les traits qui sont marqués, qu'on ne puisse pas savoir si c'est un humain ou un personnage, eh bien les gens arrivent à reconnaître l'agressivité ici. Et le problème, c'est qu'on a des différences entre les hommes et les femmes quand on fait ça. Donc quand on montre les dents du bas comme ici, eh bien, si vous êtes un homme ou une femme, vous n'allez pas avoir les mêmes jugements. Si je suis un homme et que je montre de l'agressivité, j'ai plutôt de la chance, si j'ai un groupe de femmes en face de moi, elles vont me juger plutôt dominant. Ça ne me pose pas vraiment de problème en termes de charisme ou d'autorité. Et si c'est un groupe d'hommes qui est en face de moi, eh bien, ils vont aussi me juger dominant. Pas de problème. Mais si je suis une femme et qu'inconsciemment, à cause du stress, je fais ça, j'ouvre la bouche et je montre les dents du bas, eh bien, les femmes vont soit me trouver arrogante ou agressive. Et le pire est à venir, et malheureusement, c'est souvent des hommes qui sont dans la hiérarchie au-dessus de nous. Quand on fait ça, quand on veut convaincre, quand on veut expliquer des choses et qu'on montre les dents du bas quand on est une femme,
et qu'on a en face de nous des hommes, ils nous trouvent agressives, mais aussi incompétentes et pas dignes de confiance. Donc ça vous montre bien que ça peut très très fort, si vous n'en êtes pas conscient, déforcer votre communication et vous bloquer derrière ce ciel de verre qui nous empêche d'évoluer positivement. Alors ça, c'est un premier mécanisme. On va en voir un deuxième, qui est très courant chez nous en Belgique et en France, c'est ce qu'on appelle l'anxiété. L'anxiété, c'est quoi? Ça consiste à froncer les sourcils comme ça, vous savez, on a ces deux lignes qui viennent ici, et avoir un peu le regard fouillant. Donc ça donne ça en termes d'image, donc vous voyez, elle fronce les sourcils, et on a une expression comme ça d'anxiété. Ça peut être pire, on peut avoir anxiété et soumission, là vous regardez vraiment vers le bas, donc si vous arrivez devant votre patron et vous lui dites, voilà, j'aimerais vraiment avoir une augmentation, je pense que je le mérite. Si vous faites ça, directement, vous vous doutez bien que ce n'est pas très assertif, la probabilité que vous ayez l'augmentation est assez faible. Donc, anxiété ou anxiété-soumission. Donc, les hommes peuvent être aussi anxieux. Regardez Lionel Jospin, là c'est anxiété-soumission. Donc, quand on fait ça, eh bien, on va avoir aussi des différences hommes-femmes qui sont très marquées. Quand un homme montre de l'anxiété, et qu'il a un groupe de femmes en face de lui, en moyenne, les femmes vont être plutôt empathiques et rassurantes. Si c'est un groupe d'hommes, en moyenne, il n'y a pas trop d'empathie qui est montrée, mais ils sont plus centrés sur « Ok, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de résoudre le problème, on vient sur les faits, on essaie de trouver la bonne solution ensemble. » Mais on voit que c'est différent quand une femme est anxieuse et qu'elle montre cette anxiété vers d'autres femmes. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on va voir que les femmes vont être soit empathiques comme les hommes, mais aussi une partie d'elle va être plutôt sarcastique ou ironique. Et encore une fois, le pire est à venir. Quand vous êtes une femme et que vous faites ça, de l'anxiété en face d'un groupe d'hommes, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien que ça stresse les hommes. Donc ils ont du mal à supporter de voir une femme anxieuse et ça déclenche plus facilement de la colère ou de l'agressivité. Alors, un autre mécanisme qui concerne à la fois les hommes et les femmes, qui se retrouvent quasiment des deux côtés, c'est ce qu'on appelle la discordance et c'est celui qui coûte peut-être le plus cher. Ça consiste en quoi? Eh bien, vous dites quelque chose, j'essaie de vous convaincre qu'en fait, la communication non verbale est vraiment importante dans votre discours, et mon expression faciale montre autre chose. Je vous donne un exemple. Je vais vous demander de regarder un extrait de vidéo maintenant, quelques secondes, sans le son, et vous allez essayer de réfléchir et de vous dire quel type d'émotion est-ce que vous observez chez la personne, c'est Lionel Jospin, et à votre avis, qu'est-ce qu'il nous raconte? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou plutôt une mauvaise nouvelle? Ok, donc vous avez fait votre avis. Alors, qu'est-ce que vous avez observé? Peut-être un peu d'anxiété, on a vu, anxiété-soumission. Vous avez peut-être même détecté un petit peu de tristesse. Et vous vous dites, à mon avis, il nous raconte sûrement quelque chose qui est triste. Peut-être qu'il y a eu un décès dans sa famille ou qu'il a vraiment quelque chose qui le chagrine fort. Alors, on va écouter ce qu'il nous dit. Il nous dit, en fait, qu'il est charismatique et donc on devrait être conscient qu'il a du charisme. C'est ce qu'on appelle la discordance. Vous dites quelque chose et vous montrez tout à fait autre chose avec votre tête. Je vous donne encore un extrait de la discordance. Je prends mon champion de l'année dernière, le président de la Confédération suisse. Peut-être vous avez vu cet extrait sur Internet. Et il se retrouve là, le pauvre, et sûrement que son équipe de com lui dit écoute, tu vas dire un petit message comme ça sans trop de risques. En Suisse, chaque année, il y a la journée des malades. Eh bien, tu vas dire un mot pour dire que c'est important de prendre soin des malades et surtout de les faire rire, et essayer de les amuser parce que ça leur fait du bien. Normalement, petite communication sans risque. On va regarder, vous allez voir ce que c'est que la discordance. Rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Comme moi, vous en avez certainement déjà fait l'expérience. Reste encore à savoir pourquoi on rit. Un rire cynique qui vise à tourner une personne en dérision, ce n'est pas un bon rire, à mon avis. En revanche, rire de bon cœur avec quelqu'un, c'est partager des moments de bonheur. Même les scientifiques le confirment. Vous tous, vous pouvez offrir des moments de joie. Ok, donc là je crois que vous l'aurez compris, il y a un décalage total entre ce qu'il veut exprimer, la joie et le fait de réconforter les gens avec sa neutralité faciale, le regard qui est dans le vague. Probablement que c'est la première fois qu'il y a un prompteur. Attention au prompteur aussi,
c'est souvent un faux ami. Ça vous donne vraiment une espèce de rigidité faciale qui vous empêche vraiment d'avoir la spontanéité que vous devriez avoir. J'en reprends encore un autre sur quelque chose qui est beaucoup plus masculin et que très peu de femmes font, rassurez-vous, pour une fois c'est nous qui en payé l'addition, c'est le mépris. Ça consiste en quoi? Bien, imaginez que vous vous retrouvez dans une situation où votre patron vous a promis une augmentation de salaire. Ok, vous arrivez à la réunion et le moment où il faut valider un peu les choses, il vous annonce qu'il y a un problème de budget et qu'il ne pourra pas vous l'accorder cette année. Qu'est-ce qui se passe? Vous essayez quand même de faire bonne figure, mais en même temps, il y a la frustration qui se marque dans le visage. Et on va donc avoir quoi? On va avoir un sourire qui est asymétrique. Ça donne ça. Vous voyez, on essaie de sourire quand même, de garder bonne figure, mais il y a un sourire asymétrique. Je vous présente maintenant le champion du monde, toute catégorie du sujet. Et ça. Voilà, je crois qu'il ne faut pas expliquer beaucoup plus pour vous rendre compte que quand vous faites ça, eh bien, les jugements sociaux sont super négatifs. Nicolas Sarkozy est revenu en politique il y a quoi, 5-6 ans maintenant, et je me souviens, il est revenu devant Delahousse à 20h, en prime time, pour vraiment expliquer qu'il avait compris, qu'il avait changé, etc. Si vous écoutez le discours, le contenu de la communication est impeccable. L'équipe de communication qui a écrit le discours, il est remarquable. Le problème, c'est que pendant tout le discours, il avait ce type d'expression. Et donc le lendemain, tout le monde était d'accord, tous les journaux ont titré « Il a changé », c'est vrai, mais en pire. Donc vous voyez que si on n'est pas conscient de sa propre communication et des mécanismes de défense qu'on a, on va avoir beaucoup de mal à convaincre, motiver, rassurer les personnes qui sont en face de nous. Alors ça, c'était au niveau du visage. Vous avez compris que inconsciemment, on va ajouter quelque chose à cette communication qui n'est pas nous et qui va desservir et déforcer l'impact de notre message. Au niveau de la voix, c'est la même chose. Après l'impact du visage, le reste se marque principalement dans la voix. Alors, on va écouter, et pour vous donner un peu une idée des choses qui sont les plus difficiles, c'est principalement de l'hésitation et de la répétition. Donc vous allez ajouter des sons pour meubler le vide, comme ça, sans vous en rendre compte, et répéter, un peu bégayer, si vous voulez, sur certains mots. On écoute un extrait d'un politicien français qui est ministre des Transports et qui doit parler des voies maritimes. Normalement, c'est un sujet qu'il maîtrise parfaitement, donc il explique brièvement à la question d'un journaliste qu'est-ce que vous pensez des transports et comment vous voyez les choses. On écoute comment est-ce qu'il présente les choses, et puis on verra un contre-exemple avec Barack Obama. Vision écoutez, nous, des transports maritimes, de décision du tribunal de commerce, mais on a été quand même, nous avons été étonnés de cette affaire, puisque... On écoute Barack Obama. I was raised by a single mom who had to put herself through school while looking after 2 kids. And she worked hard every day and made a lot of sacrifices to make sure we got everything we needed. My grandmother, she started off... Donc vous avez entendu que soit on a un message du politicien français avec beaucoup d'hésitation, beaucoup de syllabes qui traînent comme ça, qui l'allongent pour vraiment meubler et ne pas avoir de son, de vide. Et de l'autre côté, on a aussi quelques hésitations chez Barack Obama, mais de manière générale, il fait des vraies pauses, il prend son temps, il donne les explications comme ça de manière bien posée. Les recherches montrent qu'en fait, le sentiment de compétence, d'autorité et de dominance, il est principalement marqué par la voix. Donc, si je fais des pauses comme je le fais maintenant, eh bien, les personnes vont avoir plus facile à traiter l'information et vont m'attribuer plus de crédit, d'autorité, de compétence que si je n'utilise des hésitations comme ça sans m'en rendre compte. On peut parler vite, moi je parle assez vite, je pense. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas vraiment un problème, tant qu'on fait des pauses qui permettent vraiment de mémoriser et d'absorber l'information qui est donnée. Donc, pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien, prenez votre smartphone, répétez votre pitch ou votre présentation et réécoutez simplement la voix. Essayez de ne pas faire les 2 canaux en même temps. Vous pouvez vous filmer, mais alors je vous invite à revoir ça sans le son, parce qu'au début, ce n'est pas évident d'arriver à traiter tous les canaux en même temps. Donc, vous pouvez vous filmer avec un smartphone, demander à un collègue de le faire, et déjà d'essayer de repérer les mécanismes de défense qu'on a vus ici, et de voir si vous les avez. Vous allez voir que pour les corriger, c'est assez facile. L'idéal, c'est peut-être d'avoir un coaching, mais c'est assez facile parce que ce n'est pas vous. C'est vous plus
vos mécanismes de défense, c'est-à-dire des éléments que vous ajoutez qui déforcent votre communication. Mais naturellement, quand vous êtes avec des proches, des amis, la famille, vous ne parlez pas comme ça, vous ne vous exprimez pas comme ça. Donc la première chose à faire, c'est au moins d'être conscient de ce que vous faites quand vous êtes sous stress. Je me souviens d'une première émission que j'avais faite il y a quelques années, il y a presque 15 ans d'ici, et j'étais interviewé pour le JT de la RTBF, donc j'étais assez content, j'étais passé, vous savez, 15-20 secondes comme ça, et donc je pensais que c'était assez bon, donc j'ai prévenu les copains, j'étais là avec ma famille pour regarder, pour une fois que vous passez, vous savez, à la télé, c'est un peu bête, mais voilà, et je pensais que c'était assez bon, et donc on est là au moment du 20h, et qu'est-ce que je vois? Que pendant tout l'entretien, je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais j'avais réussi à déboutonner ma chemise, et pendant toutes les questions de journalistes, j'ai répondu en frottant mon torse comme ça à l'intérieur de ma chemise. Donc après, il y a eu une espèce de silence comme ça, assez de mort autour de moi. Voilà, mais je n'étais pas conscient de ça. C'est ce qu'on appelle de la stéréotypie motrice. Vous êtes stressé, et bien vous allez répéter des gestes comme ça qui vont vous faire paraître un peu idiots. Donc venons-en aux gestes. Alors, on a des gestes qui permettent de donner plus de rassurance aux gens qui sont en face de vous. C'est celui-là, vous pouvez le faire à 2 mains ou à 1 main. Les recherches montrent que si vous faites ça, les gens en face de vous sont plus rassurés. Donc si vous dites, voilà, vous pouvez investir en toute confiance dans mon nouveau produit, pas de souci, vous faites ça, eh bien ils sont plus rassurés que si vous ne le faites pas. Et puis, on voit aussi qu'il y a des gestes qui permettent de donner plus de dominance et d'autorité. Quand vous détachez les bras du corps, si vous faites ça, les gens vont vous trouver plus dominant. Donc il ne faut pas hésiter à essayer de vraiment décoller les bras du corps vers l'audience ou de manière latérale. C'est ce qu'on fait quand on se sent fort. Quand moi je fais les 20 km de Bruxelles en plus de 2 heures, je fais ça aussi, pourtant c'est pas terrible, mais je me sens heureux d'avoir accompli ça. Eh bien les gens perçoivent ça comme de la confiance et de la dominance. Il faut éviter évidemment des gestes de repli. Si vous parlez comme ça en vous croisant avec des talons et vous êtes comme ça, notamment pour les femmes, où vous avez vraiment des gestes de repli, eh bien inconsciemment, indépendamment de la qualité des arguments que vous allez donner, les gens vont avoir tendance à considérer que c'est de moins bonne qualité ce que vous présentez et le contenu que vous présentez. Donc pour conclure, vous aurez compris que notre communication non verbale peut vraiment complètement favoriser, renforcer ou déforcer notre communication et qu'on peut vraiment ajouter des techniques oratoires comme répéter, dénombrer et organiser les slides d'une manière particulière pour vraiment faciliter le discours qu'on va donner. Voilà.